Nous allons parler de 4 livres d'auteurs que j'apprécie beaucoup, soit des sorties récentes, soit des livres qui datent d'il y a un petit moment. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode de podcast lecture avec, comme je vous le disais, 4 auteurs que j'adore. Nous avons un autre tome, le tome 6. Je continue à vous dévoiler cette série au fur et à mesure. Il y en a 7, donc avant-dernière fois où je vous en parle. Donc c'est le tome 6 de la série Une enquête de Jana Berzelius, écrite par Émilie Schepp, qui est une autrice suédoise. Je vous parlerai également de ce fameux livre que tout le monde a lu, je pense. Elle s'appelait Sarah de Tatiana Deronay, que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent le 17 décembre. Voilà. Un tome d'Amish Macbeth, alors c'est le tome 14, oui d'ailleurs c'était écrit là, c'était écrit sur mon petit papier mais c'était écrit sur le livre. Tome 14, voilà, d'Amish Macbeth, écrit par M.C. Beaton, donc encore une fois une autrice que j'aime beaucoup. Et puis je vous parlerai du nouveau livre de R.J. Ellory, Au nord de la frontière, qui est sorti chez Sonatine en mars, je crois, et qui était trop bien. Voilà, donc si je peux vous spoiler un petit peu, 4 auteurs que j'aime beaucoup, c'est vraiment pas les premiers livres que j'ai de ces auteurs, loin de là, et en plus ils étaient tous bien. Voilà, donc ça va être un épisode plutôt sympa parce qu'on va parler de livres chouettes. Et je commence avec la fameuse série d'une enquête de Jana Berzelius. Donc, comme je vous le disais, c'est le tome 6, c'est une autrice suédoise, c'est une série à lire dans l'ordre parce qu'on a tout un fil rouge, tout est construit lors du tome 1. Vraiment, ce tome 1, il est fondateur. Et derrière, eh bien, les tomes suivants vont se mettre dessus, comme si on était sur la construction d'un immeuble. On a toute la base avec le tome 1, et puis chaque étage, c'est un nouveau tome avec des personnages qu'on retrouve et qui évoluent vraiment d'un tome à l'autre. Et quand on se pose à la fin des 7 tomes en l'occurrence, puisque vous l'avez compris, j'ai lu le tome suivant, puisque j'ai lu les 7 tomes sur une période très courte, et bien quand on arrive à la fin de cette série, qui j'espère continuera, et bien on se pose, on pense aux personnages et on se dit quelle évolution en fait. Quelle évolution dans leur vie, dans leur façon de penser et dans notre façon de penser, parce que certains personnages nous paraissent sympathiques et par la suite on se dit oh c'est peut-être pas si évident que ça. Enfin, il y a peut-être des choses, oh, j'aurais pas pensé qu'il aurait fait ça. Mais à l'inverse aussi, vraiment à l'inverse, des personnages où on se dit, oh là 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 là, il faut se méfier de ce personnage, il faut se méfier. Et puis en fait, on voit que tout n'est pas noir ou blanc et voilà, j'ai vraiment apprécié. Dans ce livre, on se retrouve avec un gang assez violent et il y a un nouveau meurtre, un 4e meurtre, une nouvelle victime qui est en lien avec ce gang. Et c'est assez prenant, c'est un milieu qui d'habitude m'attire pas particulièrement, mais c'est resté assez soft sur certaines choses. Alors c'est resté assez soft sur certaines choses, mais on est sur une série de polar nordique, hein, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, voilà, l'autrice y va fort sur certains points. Et là, en l'occurrence, elle y est allée fort, mais non pas sur le côté sanglant, sur le côté dérangeant, sur certaines scènes. Elle y est allée fort plutôt au niveau de ce fameux gang, en fait. Je trouve qu'elle est allée assez loin sur même certaines pensées, enfin certaines choses autour du gang, et ça m'a assez plu. Mais voilà, je peux pas vous en dire plus. En tout cas, encore une fois, c'est un tome qui a un super rythme et que j'ai lu en apnée sur les dernières pages. Et quand je dis les dernières pages, c'est pas les 5 dernières pages, c'est plutôt les 80-100 dernières pages. Sur un livre qui fait un peu moins de 400 pages, c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Voilà, chapitre court, beaucoup de dialogues. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, le premier tome débute par un dialogue, c'est hyper intéressant. Donc voilà, vraiment une série de polar nordique top, mais je vous le dis tout le temps que les séries de polar nordique c'est très très bien. Donc écoutez, je me répète, c'est vraiment une série très bien et j'ai vraiment hâte de voir s'il y aura d'autres tomes parce que on s'y fait vraiment
à ces livres qui ressemblent vraiment à des épisodes d'une série en fin de compte, donc série télévisée. Voilà, c'est un régal de me replonger à chaque fois dans ces enquêtes et puis de retrouver Jana Berzelius avec sa personnalité un peu double et on a peur pour elle et on la comprend alors que c'est un personnage assez singulier, vraiment une procureure comme on n'en voit pas régulièrement et qui a toujours sa vie privée qui vient pointer dans toutes les enquêtes et donc elle doit gérer ça et c'est pas évident parce qu'elle veut vraiment protéger sa vie privée et quand on a lu le tome 1, on comprend pourquoi. Voilà, donc c'était Les Griffes du Silence, le tome 6 de cette série trop chouette. En parlant de séries trop chouettes, eh ben, on va continuer avec Hamish Macbeth, que j'ai lu dans le cadre de la battle que j'organise avec les éditions Albin Michel, où le principe est de lire un Hamish Macbeth ou un Agatha Raisin, deux héros de MC Beaton, et voilà, d'en lire un par mois, de le chroniquer avec un petit hashtag qui va bien, et puis donc chaque mois on voit qui est le personnage qui l'emporte entre Agatha et Hamish. Et c'est très rigolo et voilà, j'adore. Et donc bah moi j'ai découvert Hamish il n'y a pas si longtemps que ça, donc avec la battle, et ben je lis du Hamish. J'étais tellement partie il y a un an, ouais ça doit être à peu près ça, hein, il y a un an quand on a échangé avec Albin Michel sur un challenge et que voilà j'ai proposé cette idée qu'on a affinée, qu'on a retravaillée. Moi j'étais convaincue que en fait je lirais un mois un Hamish, un mois un Agatha Raisin et que j'aurais alterné comme ça entre ces deux personnages que j'aime beaucoup. Moi j'ai découvert les Agatha Raisin, ce que je dirais tardivement, mais bon ça ne l'est pas tant que ça en fin de compte. J'ai découvert Agatha Raisin à l'été 2018 et à ce moment-là j'avais déjà pas mal de tomes à rattraper et je les ai enchaînés, voilà, j'en lisais un et c'est une période où mes enfants étaient encore petits, ma dernière avait 2 ans et là, je retournais un petit peu vers la lecture, j'avais davantage de temps et j'ai redécouvert qu'on pouvait enchaîner des livres en fait, qu'on pouvait avoir ce truc de boulimie de lecture et ça m'a fait énormément de bien et j'ai rigolé avec le premier tome d'Agatha Raisin. Enfin voilà, c'est des livres qui m'attiraient en librairie depuis un petit moment et j'étais ravie de enfin les découvrir. Et puis par la suite, j'ai découvert Hamish Macbeth et j'étais moins attirée par Hamish Macbeth parce que voilà, Agatha Raisin, c'est quand même la série qui a permis au Cozy Mystery de venir en France. C'est quand on aime le Cozy Mystery, eh bien, on peut pas passer à côté en fait. C'est vraiment un incontournable parce que c'est le début du genre, c'est une période où quand on allait en librairie, eh bien on avait ces couvertures dingues qui étaient super bien positionnées dans les rayons romans policiers, thrillers et voilà ça mettait un petit coup de frais et voilà on peut pas passer à côté. Voilà, on peut pas passer à côté. Donc après on n'apprécie pas, etc. Mais quand on aime les Cozy Mystery, il y a un moment donné où tout comme quand on aime les romans policiers, il y a un moment donné c'est bien de revenir à la base quand même parce que voilà, enfin, on a envie de creuser, on a envie de s'y connaître davantage et pas de rester en surface. Et derrière, eh ben, avec les Agatha Raisin, on va vraiment comprendre ce qui a permis à ce genre de fleurir partout et se multiplier, démultiplier, etc. Et on en voit maintenant beaucoup. Voilà, donc c'est cette série qui a lancé le truc, faut pas l'oublier. Et donc, bah, moi, je voulais pas trop partir vers Hamish Macbeth parce que c'était Agatha Raisin, voilà, c'est tout. Sauf qu'en fait, Agatha Raisin, eh bien, c'est un personnage qui a été créé après le personnage d'Hamish, si je me trompe pas, 1992 pour Agatha Raisin et 1985 pour Hamish Macbeth. Même si, voilà, il a fallu attendre les années, milieu des années 2010, voire un petit peu après, pour qu'Agatha Raisin arrive en France. Voilà, il y a eu quand même un sacré moment et Hamish est arrivé plus tardivement. Et en fait,
au niveau de la com, ce qu'on voyait, c'est que Agatha Raisin, c'était une sorte de Miss Marple plus jeune et un petit peu déjantée, et Hamish Macbeth, c'était un Hercule Poirot à la sauce écossaise. Voilà, c'était un petit peu les deux caractéristiques. Ouais, mais moi j'adore Hercule Poirot. Si je lis un Hercule Poirot à la sauce écossaise façon Cozy Mystery, est-ce que franchement ça va le faire? Mais oui, ça l'a fait. J'ai beaucoup aimé. Les Hamish Macbeth, c'est toute une série de Cozy Mystery qui est, où la partie roman policier est davantage creusée, ce qui s'explique aussi parce que Hamish Macbeth n'est pas une personne lambda par rapport à la plupart des Cozy Mystery, c'est un policier. Et donc forcément, ça apporte des choses. C'est un policier qui est un peu l'opposé d'Agatha Raisin, puisque Agatha Raisin, elle aime tirer la couverture à elle, elle aime les projecteurs, elle aime parler aux journalistes, voilà, elle aime la lumière globalement. Elle la vole pas, hein. Elle n'est pas en train de vouloir à tout prix la lumière alors qu'elle a rien fait. C'est pas ça. Enfin derrière, il y a du boulot, mais voilà, elle aime ce côté-là. Hamish Macbeth, pas du tout. Pas du tout. Et donc, en fait, lui, il va résoudre des enquêtes. Mais à la limite, il a surtout pas envie qu'on sache que c'est lui qui les a résolus. Parce qu'à chaque fois, il se retrouve dans une situation qui est très compliquée. C'est que lui, il est bien dans son petit village écossais et il n'a pas envie qu'on vienne le déloger. Et à chaque fois qu'il prouve qu'il est vraiment brillant, on lui dit « Ah là là là, on a des petites choses pour toi, t'es bon, écoute, c'est un minimum d'ambition, on va te proposer des trucs. » Ouais, mais Hamish Macbeth n'a pas d'ambition. Il est heureux comme il est, il cherche pas autre chose en fait. Et donc c'est toujours un peu surprenant, certains ont du mal à comprendre. Et puis en fait, c'est quelqu'un c'est quelqu'un d'intelligent, mais ça ne le dérange pas de passer pour plus bête que ce qu'il est. Voilà, c'est pas grave en fait. Et moi, c'est quelque chose où voilà, j'ai vraiment du mal à comprendre, mais lui, ça le dérange absolument pas. Et donc, voilà, écoutez, il mène sa petite vie comme ça, et puis on le retrouve au fur et à mesure. Et là, en l'occurrence, dans ce 14e tome, j'ai trouvé que l'autrice se renouvelait à nouveau, puisque dans ce tome qui s'appelle Sous le feu des projecteurs, on a en fait une autrice de romans... voilà, une autrice qui a globalement la grosse tête, qui se compare elle-même à Agatha Christie, voire même qui estime qu'elle fait mieux qu'elle. Et en fait, ces romans fonctionnent pas tant que ça, ils sont pas tant vendus que ça, ils sont pas tant édités, il n'y a pas tant d'exemplaires qui circulent que ça, voilà, dans les différents points de vente de livres. Et en fait, on lui propose d'adapter son livre, sa série de livres. Ah ben, elle est contente. Ça lui permet de prendre un petit peu plus la grosse tête, n'est-ce pas? Et le truc, c'est que ça va être un petit peu compliqué. Et puis là, je vous ai dit, elle avait un petit peu la grosse tête, ouais, mais quand on est sur une équipe de tournage, il y en a aussi d'autres qui ont la grosse tête. Et je vais pas dire qu'on a une bataille d'ego, mais bon, c'est presque l'autrice paraît très humble par rapport à d'autres personnages. Et donc, forcément, on est dans un Cozy Mystery, forcément, on est dans un Hamish Macbeth. Donc, l'un de ces personnages va mourir. C'est souvent le personnage qui nous est le plus antipathique. Donc, il y a un petit côté où on se dit « Oh, il est mort. Oh, ouais, bon, voilà. » Dans les Cozy Mystery, il y a le côté vraiment où il y a des morts et puis presque on s'en rend pas compte en fait. C'est pas dramatique en fait. Donc voilà, c'était un régal. Moi j'ai adoré. C'est toujours agréable. Pour moi, pour savourer les Hamish Macbeth, c'est toujours la même chose. Je vous l'ai déjà dit, c'est de commencer un tome un dimanche soir, voire même de le lire le dimanche soir et de me coucher en ayant juste après avoir terminé un tome d'Hamish Macbeth. Ça me fait un bien fou. Ça me permet de préparer la semaine. Ça me permet de me vider la tête de la semaine qui vient de se passer. Je suis sujette au blues du dimanche soir. Je suis quelqu'un qui très vite va commencer à regarder son emploi du temps de la semaine, à commencer à s'organiser, à se dire tiens, il faut que je prépare ci, à m'auto-envoyer des mails sur ma boîte pro pour me dire tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Et du coup, avec Hamish Macbeth, je suis moins dans ce truc-là. Un petit peu... et puis j'aime bien commencer ma journée de travail en sachant exactement ce que je vais faire dans la journée, comment je vais m'organiser. Voilà, je trouve qu'on gagne un temps fou. Voilà, je suis efficace et j'aime ce côté-là en fait. On prépare un peu et du coup, quand je commence ma journée et je suis prête. Je commence pas ma journée en me disant qu'est-ce que je dois faire, j'en étais où hier.
voilà. Mais derrière, il y a la contrepartie qui est ce truc le dimanche. Et donc, écoutez, un petit ami chez Tout va mieux, voilà. Je poursuis avec Elle s'appelait Sarah de Tatiana Doronet, qui est un livre que beaucoup ont lu, hein, n'est-ce pas? C'est un livre qui date de 2006, qui avait été publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. Alors l'autrice que je connais le plus qui est publiée là-bas, c'est Lorraine Fouché. D'ailleurs, j'ai toujours son dernier à lire, L'écriture est une... Voilà, qui est publié chez Héloïse d'Ormesson. Il y a bien sûr d'autres auteurs publiés dans cette maison d'édition, mais c'est vrai que ça me fait penser à chaque fois à Lorraine Fouché. Mais on n'est pas du tout sur un livre de Lorraine Fouché, on est sur un livre de Tatiana Doronet avec un sujet difficile. Elle s'appelait Sarah, je ne sais pas ce que ça vous évoque, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, mais moi, tout de suite, je chante la chanson Comme toi de Jean-Jacques Goldman. Et donc, en fait, dans ce livre, on a une double temporalité avec deux personnages qu'on va suivre. L'une, ces deux personnages féminins, une, on va la suivre en 1942. Il s'agit de Sarah, justement, qui a 10 ans, qui est juive. Voilà, donc vous voyez tout le truc. Malheureusement, elle part en camp avec ses parents. Elle a voulu protéger son petit frère. Voilà, bon, je vous laisserai découvrir si vous ne l'avez pas encore découvert. Et puis, on suit Julia en 2022. Non, 2002. Oh, j'ai ajouté 20 ans au livre. En 2002, Julia, qui est journaliste américaine, qui est mariée à un Français et qui vit en France. Et qui va apprendre des choses en lien avec la Seconde Guerre mondiale, comme la rafle du Veldiv, qui va avec cette distance qu'elle peut avoir avec la France, parce que elle n'est pas française, même si elle est mariée à un Français, même si elle vit en France. Elle va avoir une certaine distance et se dire, mais mince, vous n'avez pas appris ces choses-là à l'école, ou des choses comme ça. Et du coup, elle va parler parfois du rôle des Français dans certaines choses terribles qui se sont passées pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est pas l'objectif du livre, mais ce point de vue d'une journaliste américaine est assez intéressant, je trouve. Et en fait, Julia, avec son côté journaliste, et puis en entendant parler de secrets de famille, et puis en entendant parler de plusieurs choses, en fait, elle va creuser, elle va faire une enquête. Donc, il y a un côté roman policier, mais bon, je trouve des romans policiers un peu partout, même quand il n'y a pas du tout de roman policier. Là, on n'est pas sur un roman policier historique non plus, on est plutôt sur un roman historique. Mais il y a le côté enquête, recherche, et du coup, on voit qu'il y a quelque chose, on voit qu'il y a un secret de famille, on veut savoir ce que c'est, et on va avancer petit à petit comme ça. C'est très prenant, c'est très émouvant, on est quand même sur des sujets qui sont difficiles, mais qui sont nécessaires. On vient de fêter le 80e anniversaire du débarquement. Le temps passe et donc on oublie, puisque malheureusement il y a de moins en moins de personnes qui ont vécu ça, qui peuvent témoigner. Donc tout livre sur le sujet, que ce soit de la fiction ou pas, parce que souvent un livre de fiction sur la Seconde Guerre mondiale, c'est un livre qui a demandé énormément de recherche. Donc on sait que certaines choses sont tout à fait vraies, et ces livres sont vraiment importants, sont nécessaires. C'est des sujets qui continuent forcément à être vus dans les cours d'histoire. Il y a beaucoup de livres aussi pour les enfants qui existent. On en a énormément à la maison, pour différentes tranches d'âge en plus. Et on en a notamment sorti pour ma dernière. On était allé il y a quelques années sur les plages du débarquement, et on avait pris un petit livre très très bien fait que ma grande avait lu à l'époque, mon fils ensuite. Mon fils a été très passionné par les deux guerres mondiales, en fait, très jeune. Il avait peut-être 8 ans, hein, en fait. Hein. Oui, il était peut-être même un petit peu plus jeune
quand il a commencé à se passionner pour ça. Et donc voilà, il y a beaucoup de livres qui existent, qui expliquent les choses de façon simple, sans parti pris, c'est pas ce qu'on demande, mais c'est important de rappeler ce qui s'est passé, et non pas en faisant peur, non pas en dramatisant, juste des faits, en expliquant, mais voilà, pour moi c'est nécessaire, parce que le temps passe, on oublie, et voilà, il ne faut pas oublier. Voilà, donc sujet vraiment difficile, parce que en plus on va bien sûr sur la haine, mais aussi sur sur les camps en fait, et il y a des passages que j'ai en tête qui sont voilà, Sarah elle est petite quand même, 10 ans, hein. Donc voilà, prenant, vraiment très prenant, très émouvant, et puis comme je vous le dis, un livre nécessaire. Donc j'imagine que vous êtes beaucoup à l'avoir lu, mais je ne peux que vous le conseiller si ce n'est pas le cas, parce que vraiment il est très bien. Et oui, à lire. Voilà. Et on va terminer cet épisode avec Au nord de la frontière de R.J. Ellory chez Sonatine, qui est donc le dernier livre de l'auteur et que j'ai adoré. Alors c'est rigolo, parce qu'avant je vous parlais d'un livre qui est un roman historique, mais il y avait un côté un peu enquête, parce que j'aime quand un journaliste mène une enquête. Voilà. Là, en l'occurrence, c'était une enquête liée à la vie de famille du personnage, mais il y avait cette démarche journalistique qui, en fin de compte, ressemble beaucoup à une enquête. Là, on est sur une enquête, on est sur un roman policier, on est sur un polar. La personne qui mène l'enquête, c'est un shérif, mais il va mener une enquête de façon personnelle. Et on est en 1992, j'espère que je ne me trompe pas ce coup-ci sur la date, et on va vraiment suivre l'enquête, le cheminement du shérif, sa démarche en fait, pour aller comme ça d'étape en étape, pour avoir le maximum d'informations et connaître la vérité. Mais la vérité, il la connaît pas comme ça du jour au lendemain. Il va la savoir par petits bouts, par déduction. Et puis, il va falloir interroger plusieurs personnes, parfois plusieurs fois la même personne. Et c'est logique en fait. C'est logique. J'ai adoré. C'est dans ce style de livre que je me rends compte que tous les romans policiers ne permettent pas cette déduction. Voilà, là, on suit l'enquête, c'est-à-dire que je vois le shérif qui va interroger tel personnage va lui dire « Ah, je sais qu'il s'est passé ça, mais en revanche, après, il y avait un truc bizarre, c'est plutôt machin que vous devriez aller voir. » Donc la phrase se finit, on se dit « Ah, trop bien, il va voir machin. » On tourne la page, ouais, il va voir machin. Alors, on n'est pas sur quelque chose de très lent, on ne nous prend pas non plus pour des idiots en se disant « Tiens, il vient de se dire que ce serait bien d'aller voir machin. » Il prend sa voiture pour aller voir machin. Non, des fois, on nous fait avancer un peu dans le temps, parce que c'est bon, on a compris, mais c'est bien fait. Mais c'est vraiment hyper agréable de voir ce personnage, donc ce fameux shérif qui s'appelle Victor, aller d'étape en étape, qui va gratter pour avoir, ça me parle tellement, c'est une vraie démarche matheuse, scientifique, logique, méthodique, c'est hyper satisfaisant. C'est pas pour ça que c'est ennuyeux, c'est pas pour ça que c'est tout lisse, c'est pas pour ça que tout est prévisible. Non, parce que c'est ça qui est très bien dans les romans policiers. C'est qu'on nous met dans un cadre qui pourrait paraître sécurisant voilà, on maîtrise les choses, on réfléchit, on est posé, on a de la méthode, on a de la rigueur, etc. Donc on nous enferme dans quelque chose, on enferme notre cerveau dans ça. Et d'un coup, paf, on nous met un petit retournement de situation, où on nous met un dénouement incroyable, et là on se dit ah, on nous a bien eu, on nous a mis dans un petit cocon réconfortant, et en fait fallait ne pas se laisser comme endormir par ce côté confortable. Non, il faut travailler et se dire je veux sortir de ça, attention, on m'endort. Voilà. Je vous ai parlé donc de cette partie enquête que j'ai beaucoup appréciée, mais il y a quand même quelque chose de très important, c'est que c'est un livre qui est écrit par R.J. Ellory. Donc ça signifie que c'est extrêmement bien écrit
et ou extrêmement bien traduit. Donc moi j'ai envie de me dire que c'est un livre qui est extrêmement bien écrit et qui est extrêmement bien traduit, ce qui nous permet d'avoir entre nos mains un livre vraiment le plus fidèle possible à ce que l'auteur a voulu écrire. R.J. Ellory, c'est un auteur qui va vous raconter une histoire. Vous savez, je vous parle régulièrement de l'effet Père Castor. Donc, vous imaginez chez vous, vous avez un fauteuil, un canapé, R.J. Ellory arrive, il s'installe, et puis devant votre canapé ou devant votre fauteuil, vous avez un tapis. Et vous vous installez par terre, et puis vous avez les membres de votre famille qui s'installent à côté de vous. Voilà, comme si vous étiez un enfant et que vous aviez un conteur. Et R.J. Ellory commence son histoire. Et là, vous êtes captivé en fait. Vous êtes captivé parce que c'est tellement bien écrit. C'est vraiment... Enfin, c'est un conteur, c'est-à-dire que il va parfois s'adresser à nous, il va jouer avec nous aussi, mais c'est... En fait, ça paraît tout à fait vrai dans les dialogues, et je crois qu'il y a quelque chose dès la première page qui m'a marqué. Déjà, bon, les tournures de phrases, etc. Voilà, c'est ça. Victor Landis se rendit sur le porche avec son café et sa cigarette et s'assit sur la balancelle. Donc là, vous avez tout de suite l'image, voilà. Vous êtes déjà dedans. C'était un matin lumineux et dégagé, ok. Il regarda en direction de l'autoroute et tenta de se souvenir de la dernière fois que lui et son frère s'étaient parlé. Mais il n'y parvint pas. Donc déjà, rien que tout ça. Enfin, mais ça pourrait être écrit totalement différemment. Ça pourrait être écrit en se disant Victor, il pense à son frère, il sait plus quand est-ce qu'il l'a vu pour la dernière fois, quoi. Enfin, et point. Non, on nous met dans une ambiance. Et ça s'arrête pas là. Et c'est là où je me suis vraiment dit qu'il y avait vraiment un truc dans l'écriture. Ça faisait un certain nombre d'années, certes, 11, probablement plus près de 12 à présent, et les mots qu'ils avaient échangés s'étaient transformés en coups. Mais d'habitude, on n'a pas ça dans un livre. On nous dit, oh, ça fait 12 ans en fait qu'ils se parlent plus. De façon très précise, comme si dans la vraie vie, on savait, ouais, ça fait 12 ans, 2 mois et 3 jours que je lui parle plus. Bah non, sauf si il y a un problème qui s'est passé à Noël. Dans ce cas-là, oui, un anniversaire, mais en général, on ne sait pas avec exactitude. Et donc, c'est bien retransmis. Donc, c'est humain, en fait. Oui, c'est humain. On ne sait pas. On pourrait pas dire, oui, bah voilà, ça fait un moment qu'ils ne se sont pas parlé. Et voilà, bah, à peu près 11 ans. Enfin, peut-être maintenant 12, quoi. Enfin, et voilà. Ça commence très fort, c'est juste la première page. Hein. Je ne vous ai pas lu la première phrase du livre, qui est « La nouvelle de la mort de son frère arriva peu après le petit déjeuner. » Et ensuite, Victor Landis se rendit sur le porche avec son café, et ça, c'est ce que je vous ai lu. Donc, c'est le tout début du livre. Donc, vous voyez, on est déjà... Enfin, on imagine quelqu'un qui nous raconte son histoire. C'est pas écrit à la première personne, hein, mais ça reste quand même assez immersif. Parce que voilà, moi je m'imagine effectivement Victor Landel qui est dans sa balancelle comme ça, puis il repense à son frère. Il vient d'avoir la nouvelle et il repense à son frère. Puis il se dit, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Quand est-ce que c'était la dernière fois? Oh, je sais plus. 11, 12 ans, ouais, peut-être 12 maintenant. Enfin voilà. Mais on s'imagine ça. C'est pas écrit comme tout le monde pourrait l'écrire. Et ce qu'il y a, c'est que quand on lit un livre où on nous dit « Ouais, il se parle plus depuis 12 ans, on le lit, puis enfin moi, je remets pas en question. Je me dis pas « Bah tiens, l'auteur, il exagère d'avoir dit avec exactitude que c'était 12 ans pile, quoi. » Et non, bah écoutez, je me laisse porter par l'histoire et j'avance. Mais je pense que ce sont à chaque fois des petits détails qui font la différence. Et c'est pour ça que R.J. Ellory, en, 4, 5, 6 lignes, ça y est, il nous a déjà attrapés, on est dans son histoire et on est là. Il se passe quoi? Mais pourquoi il se parle plus? Voilà. Donc, je pense que ça peut faire la différence. Et je pense que dans certains cas, c'est là aussi où certains peuvent se dire « Ah, ça paraît pas vraisemblable. Ouais, il y avait quelque chose de bizarre » sans réussir parfois à dire pourquoi. C'est difficile de se dire « Ah, j'ai pas aimé ce livre parce qu'elle a affirmé que ça faisait 12 ans, qu'elle n'avait pas vu sa sœur. C'est pas possible de le savoir. » Ben non, en fait, on n'arrivera pas à mettre le doigt dessus. Mais s'il y a un truc comme ça, il y en a plein.
d'autres tout au long du livre. Donc on ne peut pas le détecter. En revanche là, quand R.J. et Laurie fait le travail de nous dire les choses autrement, bah là on se dit tiens, c'est original, c'est vraiment bien fait. Et donc moi j'adore, j'adore. Donc voilà, bah écoutez, je ne vais pas vous en parler 107 ans, mais en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très bien écrit, c'est qu'on est sur une enquête. En plus, donc le frère du fameux Victor, il était également shérif, et donc en fait, le Victor va naviguer dans plusieurs lieux, des lieux qui à chaque fois ont des shérifs différents, donc qui dit shérif dit aussi adjoint, ce qui fait qu'il va y avoir aussi pas mal de personnages, mais bon, moi je note les noms des personnages, donc ça m'a pas gênée. J'étais très contente de les noter. Et donc, eh bien, on va avoir à chaque fois ce bout d'enquête. Il va des fois essayer de tirer les verres du nez à des gens qui n'ont pas envie d'en parler. Et voilà, bah tant pis. Et il y a certaines scènes qui font froid dans le dos, je le précise. Mais globalement, on est sur des secrets de famille. Sauf que la personne qui mène l'enquête, c'est un shérif. Mais il mène l'enquête de façon personnelle pour savoir qui a tué son frère, qui était lui aussi shérif. Et déjà, avant d'arriver à un meurtre, il y a quand même de nombreuses questions sur est-ce que ce serait pas autre chose qu'un meurtre en fait. Voilà. Donc je vous le conseille totalement, au nord de la frontière de R.J. et Laurie. Je vais m'arrêter là, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire le livre qui vous tente le plus. N'hésitez pas à me dire que oui, c'est vrai, vous l'avez lu. Oui, je suis arrivée très en retard avec ce livre. N'hésitez pas à me dire si celui-là vous tente, parce que pour le coup, il est récent. Et puis, bah, si vous lisez ces 2 séries de livres ou pas encore. Voilà, je vous souhaite de très bons moments lecture. Et puis, bien évidemment, on se retrouve pour d'autres vidéos. À très vite.